Maintenant, on va voir l'histologie générale et le cours d'aujourd'hui va concerner le tissu épithélial. Comme objectif de ce cours, c'est définir un épithélium. C'est quoi un épithélium? Distinguer entre un épithélium de revêtement et un épithélium glandulaire. Énumérer les critères de classification des épithéliums de revêtement. Identifier les critères de classification des glandes exocrines et décrire une glande endocrine. Donc les épithéliums, c'est un ensemble de cellules jointives grâce à un système de jonction juxtaposées, une à côté de l'autre, une derrière l'autre. Ils sont polarisés, ils ont un pôle apical qui peut présenter une différenciation et un pôle latéraux-basal qui présente un système de jonction, soit injection intercellulaire, soit basale avec la lame basale. Ce sont des tissus non vascularisés, ce sont des cellules qui sont non vascularisées, donc ils vont recevoir leurs nutriments à travers un tissu conjonctif ordinaire sous-jacent dont il est séparé par une lame basale. Cette lame basale, elle a un rôle bien sûr de structure, d'ancrage entre les cellules, ancrage des cellules dans le tissu conjonctif, et bien sûr c'est le lieu où il va faire des rôles, plusieurs processus physiologiques, une différenciation cellulaire, un filtre sélectif et un rôle dans la cicatrisation. D'après la morphologie, la localisation et la fonction, on va distinguer deux types d'épithélium. On aura un épithélium de revêtement et un épithélium glandulaire. Voilà, quelle que soit sa définition, ça veut dire épithélium glandulaire ou épithélium de revêtement, elle est faite de cellules qui sont jointives, une accolée à l'autre, juxtaposées, polarisées, reposant sur une lame basale, et au-dessous de cette lame basale, on aura un tissu conjonctif ordinaire. On aura un pôle apical, un pôle basal. On commence par les épithéliums de revêtement. Ça veut dire les épithéliums, ce sont un ensemble de cellules jointives, juxtaposées, polarisées, non vascularisées, reposant sur une lame basale. Ici, pour tout ce qui est épithélium de revêtement, ils vont former une couche continue qui recouvre la surface externe du corps, comme la peau, et ils vont tapisser des cavités internes de l'organisme. Soit ces cavités, ils vont avoir une communication avec le monde extérieur, comme les voies aériennes, tubes digestifs et les voies urinaires et génitales, soit des cavités qui sont fermées ou closes, comme les cavités cardiovasculaires et la cavité cœlomique, ça veut dire tout ce qui est pleural et tout ce qui est péritonéal. Ces épithéliums de revêtement, on les classe selon des critères morphologiques. Premier critère, c'est la forme des cellules épithéliales. Ces cellules-là, elles peuvent être pavimenteuses, ça veut dire qu'elles vont être plus larges et moins haut. Cubique, ça veut dire la largeur, elle va égale la hauteur. Cylindrique, ça veut dire qu'elles sont plus hautes que larges, ou polymorphes si on n'arrive pas à les classer. On les classe aussi selon le nombre de couches cellulaires. Soit on aura une seule couche de cellules épithéliales, on parlera d'un épithélium qui est simple, soit on aura deux ou plus de couches cellulaires, on parlera d'un épithélium stratifié, soit on parlera d'un épithélium pseudostratifié, ça veut dire on aura un épithélium dont les noyaux sont de hauteur différente, mais toutes les cellules, ils ont un point d'attachement au niveau de la lame basale. Et le type de différenciation apicale qui est inconstante, par exemple les cils, un épithélium cilié, les cils, c'est une différenciation apicale, la microvillosité, c'est une différenciation apicale, la kératine, c'est une différenciation apicale, c'est donc cette différenciation, il peut exister comme il ne peut pas exister, donc c'est un critère qui est inconstant. Donc, lorsqu'on veut classer un épithélium, on commence toujours par la forme de la cellule, suite de la nombre de couches, puis la différenciation
apical. Donc, soit pavimenteux, cubique, prismatique ou cylindrique ou polymorphe, simple, stratifié ou pseudostratifié, soit des signes, microvillosité, kératine, on ne peut avoir d'autres différenciations en dehors de la différenciation apicale qui peut être des marqueurs spécifiques ou autres. Donc, commençons par les épithéliums simples, ça veut dire qu'on aura une seule couche de cellules. Donc, il peut être un épithélium pavimenteux simple, unistratifié ou simple, reposant toujours sur une lame basale. On peut avoir un épithélium cubique simple, toujours il repose sur une lame basale, ou un épithélium qui est prismatique ou cylindrique simple. Ici, il n'y a pas de différenciation apicale. Ici, il y a une différenciation apicale, donc on dit que c'est un épithélium prismatique simple cilié. Pour les épithéliums stratifiés, ça veut dire lorsqu'on a plusieurs couches. Là, pour la forme, on prend la couche la plus superficielle, c'est elle qui va décider sur la forme de l'épithélium. Par exemple, ici, la couche la plus superficielle, elle est prismatique ou cylindrique. Donc, on va dire que c'est un épithélium qui est cylindrique ou prismatique stratifié. Ça veut dire qu'il y a plusieurs couches. Ici, on va voir que la couche la plus superficielle, elle est pavimenteuse. Donc, on va appeler un épithélium qui est pavimenteux stratifié. Dans tous les deux, il n'y a pas de différenciation apicale. Par contre, ici, on a une différenciation apicale qui est formée par la kératine. Donc, et la couche la plus superficielle, elle est pavimenteuse. Donc, on va parler d'un épithélium qui est pavimenteux, stratifié, kératinisé. Donc, tout ce qui est pseudostratifié, ça veut dire pseudostratifié. On voit ici que les noyaux sont de hauteurs différentes, mais regardez, toutes les cellules, ils ont un point d'attache au niveau de la lame basale. Donc, ça donne l'impression qu'il est stratifié, mais en réalité, il est non. Il est pseudostratifié car toutes les cellules, ils ont un point d'attache au niveau de la lame basale. Donc, on parlera d'un épithélium qui est pseudostratifié. On a ici une différenciation apicale qui est ciliée. Ici, regardez, c'est la même chose. Il est pseudostratifié, mais qu'il est polymorphe. Toutes les cellules, ils ont un point d'attache. Même les cellules les plus superficielles, ils ont un point d'attache au niveau de la lame basale. On va donner quelques exemples de différenciation apicale. Le plateau strié. Quel que soit le plateau strié, ce sont des microvillosités qu'on va trouver au niveau du pôle apical de certaines cellules, par exemple les entérocytes ou les cellules intestinales grêles, les entérocytes, qui ont ces microvillosités qui vont former un plateau strié. Les caractéristiques de ces microvillosités, ils sont de même hauteur et de même épaisseur égale, et elles ont un rôle important dans l'absorption. La bordure en brosse, c'est aussi au niveau, ce sont des microvillosités, ils ont aussi un rôle important dans l'absorption, mais qui est différencié de le plateau strié, ce sont des microvillosités qui sont plus longues et moins régulières que celles du plateau strié. Donc, ils ont une égalité qui sont d'ordre inégal et qui sont un petit peu rectilignes, qui se sont disposées de façon un petit peu sinueuse. Troisième, on peut avoir des stéréocyles. C'est quoi les stéréocyles? Ce sont des microvillosités aussi qui sont longues et fluctueuses. Les stéréocyles sont, regardez, ils sont parallèles au niveau de la base, mais ils deviennent un petit peu sinueux et entremêlés à leur extrémité distale. C'est l'exemple qu'on le trouve au niveau du canal épididymaire et du canal déférent au niveau des voies séminales chez l'homme. Et qui ne sont pas mobiles, c'est pas de mobilité. Quatrième type de différenciation apicale, les cils vibratiles. Donc, c'est un épithélium qui est cilié, qu'on trouve au niveau des voies respiratoires et de certains segments des voies génitales, surtout au niveau de la trompe utérine et au niveau de l'endomètre. Il permet, bien sûr, le mouvement des éléments qui sont contenus dans la cavité où ils bordent. Donc, ils sont de cils vibratiles dans le déplacement des éléments.
Voilà certains exemples. L'intestin grêle, ici c'est le plateau strié, qui en réalité c'est des microvillosités qui sont ordonnées. Le rein, on trouvera des microvillosités qui vont s'organiser en bordure en brosse. On peut avoir au niveau de la trachée un épithélium qui est cilié et au niveau de l'épididyme un épithélium qui est pseudostratifié mais avec des stéréocyles. Ça, c'est certains exemples de différenciation apicale. Certains exemples des organes où on aura des épithéliums. Par exemple, l'estomac, c'est un épithélium qui est prismatique simple avec des cellules à pôle muqueux fermés. L'intestin grêle, c'est un épithélium qui est prismatique avec toujours le nombre de couches et les simples. On aura un plateau strié, ça veut dire les entérocytes avec des microvillosités qui sont égales dans la hauteur et dans la largeur. Les voies aériennes supérieures, c'est un épithélium qui est cylindrico-prismatique. Parfois, il peut être pseudostratifié, il est caractérisé par les cils. Et l'épiderme, qui est un épithélium pavimenteux stratifié kératinisé, et l'œsophage, qui est un épithélium pavimenteux stratifié, mais qui est non kératinisé. Parmi les propriétés et les fonctions de ces épithéliums, ils ont une fonction de protection. Plusieurs types de protection, mécanique, thermique et chimique. Un rôle aussi peut avoir un rôle d'absorption, un rôle dans le déplacement des éléments de surface, un rôle dans les échanges, et parmi les propriétés importantes, c'est le renouvellement. Ça veut dire que ce renouvellement il est constant de la cellule en fin de vie, à partir des cellules souches qui sont en contact de la lame basale, et cette vitesse de renouvellement elle est variable entre l'intestin qui est de 48 heures et entre la trompe utérine qui peut avoir jusqu'à 40 jours pour le renouvellement. On a vu maintenant, c'est les épithéliums de revêtement, maintenant c'est les épithéliums glandulaires. Bien sûr, les épithéliums, ce sont des cellules jointives juxtaposées, c'est la même définition, mais pour tout ce qui est glandulaire, ils sont hautement spécialisés dans la sécrétion. C'est pour cela qu'on l'appelle glandulaire. Lorsque vous entendez le terme glandulaire, ça veut dire qu'il y a une sécrétion. Pour appeler glandes, ça veut dire qu'ils vont être groupés généralement en amas, de forme et de volume variés. Voilà comment ça se forme, les différents types de glandes. On a l'histogénèse ici, on avait au début un épithélium avec un tissu conjonctif ou un mésenchyme. Il y aura une prolifération dans ce tissu conjonctif, de l'épithélium dans ce tissu conjonctif. Ils vont se proliférer. Donc ce sont des cellules épithéliales dans un tissu conjonctif. Soit ils restent en communication avec le milieu extérieur, avec l'externe, on parle de glandes exocrines, soit il n'y a pas de communication avec le milieu externe, ils sont en contact intime avec les structures vasculaires de tissu conjonctif ici, on parlera ici de glandes endocrines. Voilà, c'est la même chose ici, et on distingue donc selon la formation de ce bourgeon, et on aura soit des glandes exocrines, donc le produit de sécrétion est déversé à la surface du corps, soit directement, soit indirectement. Donc, pas de lien avec l'épithélium d'origine pour tout ce qui est endocrine, et le produit élaboré, c'est des hormones, et sont déversés directement dans le sang. Et lorsque la glande, il fait à la fois le mode de sécrétion endocrine et exocrine, on parlera des glandes amphicrines. Donc, pour les glandes, on aura soit des glandes exocrines, soit le produit est rejeté dans le milieu extérieur par l'intermédiaire d'un canal excréteur, soit endocrine, où le produit de sécrétion qui est directement dans le sang, et le produit élaboré, c'est les hormones, soit on aura des glandes amphicrines, ça veut dire qu'il regroupe les deux, glandes exocrines et le rôle endocrinien. On commence par les glandes exocrines. Les glandes exocrines sont en relation avec la surface de l'organisme, l'épiderme, ou la lumière d'un organe creux comme l'intestin. Mais dans tous les cas exocrines, ça veut dire qu'il y a une relation soit directement, soit indirectement avec le milieu externe. Et cela se fait grâce à un canal excréteur qui va acheminer ce produit de l'unité sécrétrice vers l'extérieur. Et ce canal il permet le passage de la sécrétion glandulaire qui est élaborée par la portion sécrétrice.
Comment on classe ces glandes exocrines? On les classe selon une chose qui nous intéresse, nous, c'est tout ce qui est morphologique. On les classe selon la morphologie de la glande exocrine, ça veut dire la morphologie de l'unité sécrétrice et la morphologie de l'unité excrétrice, le mode d'excrétion et la nature du produit élaboré ou sécrété. Donc, on peut avoir des unités cellulaires intraépithéliales, des unités cellulaires glandulaires intraépithéliales. Dans ce cas, on n'aura pas le canal excréteur. Donc, premier critère, ça veut dire c'est l'unité excrétrice, soit on aura un canal ou absence de canal. Soit on aura une cellule glandulaire isolée, en intraépithélial, soit on aura des amas de cellules au sein d'un épithélium, soit on aura tout l'épithélium qui est sécrétoire. Dans tous les trois, on n'a pas de canal excréteur. Non, pour résumer, les glandes exocrines, premier critère, c'est le nombre de cellules. Si on a une seule cellule intraépithéliale, on parle de glande unicellulaire. Dans ce cas, on n'a pas de canal excréteur. On aura une cellule épithéliale glandulaire, par exemple les cellules caliciformes qui vont élaborer le produit directement dans la lumière, soit on aura qui est pluricellulaire. Alors, deuxième critère, c'est la topographie. Ça veut dire, est-ce qu'on aura de glandes mineures, ça veut dire, ou de glandes majeures. Des glandes majeures, ça veut dire on aura un canal excréteur, ça veut dire un canal excréteur qui va former des glandes enfoulées dans le tissu conjonctif, soit des glandes mineures de surface, soit on aura des glandes mineures, on aura tout l'épithélium de surface et les sécrétoires, soit on aura des amas de cellules au sein d'un épithélium qui sont sécrétoires. Alors, deuxième critère, lorsqu'on a un canal excréteur, est-ce qu'on a un seul canal ou un canal qui est ramifié? Donc, un seul canal, donc on peut avoir, ici on aura un seul canal, et on peut avoir ici un canal qui est ramifié. Avec d'autres critères qui est important, c'est la morphologie de l'unité sécrétrice. Ici, on aura une organisation qui est astibuleuse, ici, sur ce qui est acineuse, ici, qui est alvéolaire. Donc, ici, on parlera d'un seul canal. Donc, le type de l'unité, la morphologie de l'unité sécrétrice, il est alvéolaire. Un seul canal simple, donc c'est une glande alvéolaire simple. Ici, c'est une glande acineuse simple. Ici, c'est une glande tubuleuse simple. Et tout ce qui est composé, on aura un canal qui est ramifié. Ce sont des cellules qui sont alvéolaires composées. On peut avoir plusieurs regroupements comme ici. Ici, c'est une tubuleuse simple droite. Ici, qui est tubuleuse droite, mais qui est ramifiée. Ici, qui est tubuleuse contournée, mais que ça reste simple. Ici, qui est tubuleuse contournée, mais qui est ramifiée. Et ici, qui est mixte, qui est tubulo-alvéolaire composée. Et tous les intermédiaires sont possibles qu'on peut retrouver à différents types des glandes exocrines. Après avoir vu la morphologie de la glande, ça veut dire la morphologie de l'unité sécrétrice et la morphologie de l'unité excrétrice. Deuxième critère, c'est le mode d'excrétion. Ce mode d'excrétion, il y a trois types. On a premièrement le mode mérocrine ou épicrine. Ça veut dire la cellule, il va conserver son intégrité et le produit qui va être sécrété par exocytose ou par diffusion, c'est l'exemple de sécrétion des acides pancréatiques exocrines. Soit on aura le mode apocrine. Dans ce cas-là, on aura une perte d'intégrité de la cellule, une amputation de la partie apicale avec le produit sécrété qui va rejoindre la membrane cytoplasmique apicale et qui va être avec la membrane dans le milieu externe. Donc, à cela, le produit de sécrétion s'élimine en même temps que le pôle apical de la cellule. Ensuite, la cellule rétablit son pôle apical et ses organites manquants. C'est l'exemple de la glande mammaire. Soit le dernier critère, dernier mode, c'est le mode holocrine. Regardez ici, c'est toute la cellule qui va être éliminée en même temps avec son produit sécrété. C'est l'exemple de la glande sébacée. Voilà, ici on voit les trois types de modes de sécrétion.
mérocrine ou épicrine. La cellule, elle garde son intégrité. La sécrétion, il se fait selon la mode de diffusion, exocytose, c'est le plus fréquent. Soit on aura une perte d'intégrité, soit partielle, soit totale. Partielle, on aura une amputation de la partie apicale avec le produit sécrété. Ici, on aura toute la cellule qui est libérée avec son produit de sécrétion. Le dernier critère, c'est la nature du produit sécrété. On distingue selon le produit de sécrétion 3 types de glandes. Soit on aura des glandes séreuses, où le produit sécrété est séreux, soit des glandes muqueuses, où le produit sécrété est du mucus, soit on aura mixte, ça veut dire séromuqueuse. C'est l'exemple ici de pancréas exocrine, des glandes salivaires et des glandes sublinguales qui sont aussi des glandes salivaires. Voilà comment on peut différencier ici tout ce qui est le mode séreux. Regardez, des acinis séreux, un acinus séreux, avec une lumière qui est virtuelle, des cellules avec des grains de sécrétion qui sont très foncés, qui comportent des enzymes. Donc le produit sécrété par tout ce qui est séreux, c'est un produit enzymatique. Et on aura une lame basale et un tissu conjonctif. Ici, regardez tout ce qui est muqueux, une lumière qui est bien visible, avec un cytoplasme qui est clair, qui a des vacuoles de mucus, avec un noyau qui est basal, qui est refoulé, aplati, qui est refoulé dans le côté basal, et une membrane basale. Et lorsqu'il y a un mixte, ça veut dire qu'on aura une glande mixte séromuqueuse. Donc ce tableau-là qui permet de comparer entre tout ce qui est cellules muqueuses et tout ce qui est cellules séreuses. Pour tout ce qui est glandes endocrines, il y a des critères morphologiques, ça veut dire qu'on peut avoir plusieurs types de structures, soit comme par exemple la thyroïde, on aura disposition en follicule, soit en forme trabéculaire pour tout ce qui est, on peut observer au niveau des cordons de Zillow ici, comme des cordons ici qu'on peut voir au niveau de la surrénale, et tout ce qui est amphicrine, ça veut dire il va jouer le rôle endocrine et exocrine. On distingue 2 types, des glandes amphicrines homotypiques, ça veut dire on aura la même cellule qui va faire les 2 rôles endocriniens et exocriniens, c'est l'exemple de l'hépatocyte au sein du foie, et on aura les glandes amphicrines hétérotypiques, c'est l'exemple du pancréas. On aura 2 types de cellules au sein du même organe, les ylodolangénases qui vont faire le rôle endocrinien et les acinis séreux qui vont faire le rôle exocrine. Donc, en conclusion, tout ce qui est épithélial, quel que soit glandulaire ou de revêtement, elle est responsable de la spécificité fonctionnelle de l'organe où il se trouve. Ça veut dire, tout ce qui est épithélial, ça veut dire, par exemple, l'intestin grêle. L'intestin grêle, son rôle, c'est quoi? C'est l'absorption, et cela dû, bien sûr, à sa spécificité au sein de l'épithélium qui est formé de microvillosité et qui va assurer cette fonction d'absorption. Bien sûr, ils sont impliqués, ces épithéliums-là, ils sont impliqués dans plusieurs activités, nombreuses activités, échanges, absorption, protection, déplacement, mais la particularité que le tissu épithélial n'est jamais vascularisé. Donc, il va dépendre toujours de tissu conjonctif sous-jacent. Donc, on n'aura jamais un épithélium sans tissu conjonctif sous-jacent qui va assurer quoi? La nutriment à travers une lame basale qui va séparer l'épithélium du tissu conjonctif sous-jacent. Je vous remercie.